Pourquoi des mois de 31 jours? Pourquoi des mois de 29 jours? Bon, il y a un mélange d'astronomie, de tradition, de religion, etc. Donc 12, d'où ça vient? Un système à base 12. Oui, les gens aimaient bien le système à base 12. Pourquoi? Parce que 12 c'est mieux que 10. Bien, quand même. Parce qu'il y a plus de diviseurs communs. Il y a plus de diviseurs dans 12 que dans 10. Bon, ceci dit, c'était des traditions qui venaient de Babylone, qui ont été transmises par la culture babylonienne, qui a servi un petit peu de référence à l'écriture de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit par les Hébreux alors qu'ils étaient exilés à Babylone. Quand ils ont écrit ça, bon, ils ont un peu mélangé. Bon, il y avait la partie, je dirais, philosophique, et puis le décor devait certainement être un petit peu à l'image de ce qui se faisait autour. Par exemple, déjà à cette époque-là, la semaine faisait 7 jours. Il y avait 6 jours actifs, et le 7e, on décrétait que c'était un jour néfaste, donc on ne faisait rien. Quand la Bible est arrivée, ça a été transformé, et ce 7e jour, c'est plus un jour maléfique, et c'est bon, le jour du Seigneur, mais on ne travaille pas non plus, etc. On le destine à autre chose. Donc il y avait cette découpe, les 12. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les minutes, après on divise en 12, en 12, en 12. Hein, donc, alors 60, parce que 60, c'est 5 fois 12. Hein. Oui, mais bon... Alors pourquoi 5? Alors 5, par exemple les Chinois, ils sont loin, hein, mais ils avaient le même système. 5 parce que vous avez les 5 éléments de la Terre. Hein, je les ai un peu oubliés. Il y a le feu, l'eau, l'air. Voilà, donc ils appellent ça les 5 branches. Hein, il y a les 5 branches, et puis, etc. Donc il y avait déjà 5. Et puis ensuite 12. Alors 12, il y avait aussi certainement un support astronomique. C'est que dans une année solaire, il y a 12 lunaisons. À peu près. Il y a 12 lunaisons. Hein. Donc, les Anglais font sur une seule main jusqu'à 12. Il y a ça aussi. Ah ben, alors, il y avait des civilisations, il y avait des systèmes pour compter. C'était très sportif. 5, il y a... Ouais, 5. 5 mois de la main. Je sais pas. Mais au lieu, on est passé de 60 minutes, 60 secondes, et après on est passé au centième, au millième. Alors, ceci dit, tout le monde ne compte pas de la même façon. Tout le monde ne compte pas de la même façon parce que, par exemple, le citoyen ordinaire, il va se fier à ce qu'on lui donne, l'instrument. Donc les heures, les secondes, c'est ce qui va être indiqué sur sa montre. Par contre, l'astrophysicien, il y a des choses qui l'ennuient. Hein, quand dans les programmes, il faut faire des conversions, passer, etc. Donc on utilise souvent des phrases. Après, on passe en décimale. On passe en décimale à un certain endroit. Hein. De même, quand Alain parlera des calendriers, vous savez, il y a le calendrier grégorien dans lequel on vit. Son point de départ, c'était il y a 2000 ans, Jésus-Christ. Okay, mais ce calendrier grégorien, il est dérivé d'un calendrier qu'on appelle le calendrier julien, qui lui remonte à la fondation de Rome, hein, parce que c'est une dérive, enfin une transformation des différents calendriers romains. Bon. Et les astronomes d'aujourd'hui préfèrent calculer les jours en calendrier julien. Pourquoi? Parce qu'il est continu. C'est-à-dire que ce calendrier n'a pas une interruption. Depuis la fondation de Rome jusqu'à maintenant, c'est des journées qui s'étalent. Alors que le calendrier grégorien, déjà il part un petit peu plus tard, donc on a peut-être 1000 ans de décalé. Vous savez qu'en 1582, on a supprimé 15 jours pour faire le rattrapage. Alors ça, dans un programme informatique, alors là, bon, ça vous prend la tête. Hein. De même, bon, c'est comme s'il fallait... Alors déjà, il faut faire des fois de temps en temps des conversions pour ceux qui font de la généalogie. Là, quand vous avez des ancêtres qui sont nés pendant la période révolutionnaire, il faut sortir la petite calculette pour savoir s'il est né le 9 termineur en 3, à quoi ça correspond dans le calendrier grégorien. C'est pas
sûr de pas. Enfin bon, il y a des petites moulinettes qui tournent, qui marchent pas mal. Mais bon, alors calendrier julien est plutôt utilisé. Alors également, les astronomes, alors il faut voir, nous, la journée, elle change au milieu de la nuit. Enfin, dans notre organisation horaire, hein, on a dit les heures égales à la française, le 0 heure, c'est au milieu de la nuit, minuit. Et ça plaît pour les astronomes, pourquoi? Ils ont un changement horaire au seul moment où ils regardent les astres. La journée, ils font rien, ils font la sieste, et le soir, ils sont aux observatoires, d'un seul coup, il y a un changement de jour. Donc les astrophysiciens, les astronomes ou les astrophysiciens, ils travaillent avec le calendrier julien, comme ça il n'y a pas de saut de jour, et ils travaillent avec l'heure julienne. C'est un peu genre l'heure de rond. Hein. On change à midi, pas à 0 heure. Bon. Le problème, quand vous restez homogène dans un type de calcul, ça va, c'est sympa. C'est quand vous passez de l'un dans l'autre. Puis vous revenez, des choses comme ça. Ça, c'est bon. Donc les astronomes, si vous regardez tous les petits programmes astronomiques, il y en a beaucoup sur Internet, vous verrez, ça calcule en calendrier julien et en juillet. Pour ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Un point Oui. dans les horloges, il faut qu'il soit lancé quand même. Alors, dans les montres... Il perd de son... C'est pas le mouvement perpétuel, ça. Non, alors, attention. Le langage, on dit souvent une pendule. En fait, le langage de tous ces instruments, que ce soit un cadran solaire, un sablier, un chapelet de prière, c'est une horloge. Okay? Par contre, quand l'horloge utilise pour rythmer, pour donner le rythme de précision, un pendule, par extension de langage, je veux dire une horloge à pendule, on a dit une pendule. Mais les montres ne marchent pas avec un pendule. Hein, bon, donc c'est un autre. Il faut pousser le pendule pour qu'il soit. Mais c'est la même chose avec les horloges oscillantes, hein, avec un ressort de rappel. Bon, il faut l'écarter un petit peu de sa position d'équilibre, et puis avec le ressort, elle se met à osciller, puis le mécanisme. Parce que dans le système à échappement, bon là c'est un petit peu de l'horlogerie, c'est un peu de la mécanique, hein. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais l'invention de l'échappement à encre, il est facile à faire, mais c'est en oscillant qu'il donne le rythme, qu'il laisse passer les engrenages les uns après les autres, toc, 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 mais si vous regardez bien sa forme, au passage, il donne un tout petit mouvement, il pousse un tout petit peu l'engrenage, parce qu'il y a un plan incliné, et il donne la petite énergie pour entretenir le balancier. Parce que le balancier, si vous le lâchez avec dans l'air, il finirait par s'arrêter. Donc il y a besoin d'une toute petite énergie pour qu'il ne s'arrête pas, et c'est les pans coupés qu'il y a sur l'échappement à encre qui donnent cette petite énergie suffisante à entretenir l'oscillation. Donc il n'y a pas besoin de tambour avec une chaîne. Alors il y a deux choses. C'est ça, Ah oui, alors dans l'horloge, il y a deux choses. Il y a une mécanique qui donne le rythme, et il y a la mécanique énergétique qui donne l'énergie. Alors soit l'énergie est donnée par un gros ressort à boudin pour monter avec la manivelle, avec la poignée, remonter la pendule, soit c'est un poids. Alors le problème du poids, c'est que la force était constante. C'était bien. Vous savez, les horloges, les énergies étaient fournies. Hein, les horloges franc-comtoises, vous avez une petite manivelle pour monter le poids, pour l'expression monter la pendule, parce que les premières, l'énergie était faite par des poids. Hein. Donc la force est constante, quel que soit le... Par contre, avec un ressort puissant, on remonte. Hein. Là, quand le ressort il commence à être détendu, vous perdez un petit peu d'énergie. À ce moment-là, l'horloge risque de prendre un petit peu de retard. Alors, même dans l'horloge de Harrison, quand il a fait, sur 40 ans, il a donc fait 4 horloges, hein, H1 à H4. Quand il a proposé H4, c'était une montre, ce qu'on appelle maintenant une montre de marine, ça avait à peu près cette taille-là. Il était quand même indiqué qu'il fallait la remonter tous les jours. Alors, monter tous les jours pour qu'elle soit le plus possible, toujours dans les mêmes conditions. Alors, remonter quelque chose tous les jours. Comment faire? Comment être sûr qu'on la remonte tous les jours? Ça, il faut bien être anglais pour inventer ça. Les Anglais avaient trouvé la combine. Ah. C'est un marin qui m'avait fait la confidence. Je veux dire, bon, ouais. Voilà comment ça se passe.
il y avait donc un matelot, je ne sais pas quel grade il avait pour remonter la pendule. Donc le matelot remontait la pendule, et quand il avait remonté l'horloge, il allait voir son gradé supérieur en rendant la clé, chef, j'ai remonté l'horloge. Et son gradé lui donnait le ticket de cantine. Ah, Si vous voulez manger à la cantine, il faut non, remonter non. l'horloge. c'est pas une idée. Ah, c'est des histoires belges. Non, mais vous savez, là, dans la marine, c'est une grande histoire. Hein, donc, on avait des... Puisque moi, c'est une question qui n'est pas du tout. Vous avez connu des gens qui ont vécu cette période, soit de 1891, où toute la France est passée à la même heure, ou bien de 1900. Ah, non, j'étais pas là. Non, mais vous n'étiez pas là. Mais vous avez pu connaître des gens, et comment ils l'ont vécu? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Je dirais, c'est arrivé, je trouve, relativement tard, ce qui fait que les gens étaient déjà préparés à ça. Et à mon avis, ils devaient aspirer à fonctionner avec un régime d'heures commune au pays. Parce que bon, les problèmes d'horaire, ils les ont vécus en 1800, ça a commencé avec les chemins de fer en 1840. Regardez, on est dans la banlieue sud, la ligne Paris-Bordeaux, là, Paris-Austerlitz, à l'époque c'était une de train qui faisait, c'est pas Montparnasse maintenant, pour aller à Bordeaux on passe par la gare Montparnasse en TGV, mais avant, pour aller à Bordeaux, c'était Paris-Austerlitz, Juvisy, Bretigny, et puis on filait. Et Paris-Bordeaux, je crois, c'est 1851. Donc, vous voyez, donc, avec machine à vapeur, des trains qui fonctionnaient régulièrement. Et il y en avait déjà qui fonctionnaient ailleurs, en Angleterre, les trains fonctionnaient. Donc, les gens, dès que les trains ont commencé à arriver à cette époque-là, ils se sont aperçus que les problèmes d'heure, indication horaire, c'était cruciaux, compliqués, donc, à mon avis, c'est arrivé plutôt comme une délivrance. Par contre, le passage de l'heure solaire à l'heure moyenne, alors là, Papy a fait de la résistance. Parce que ça a été décidé en 1814, je crois, 14 ou 16. On a dit, on passe à l'heure solaire moyenne. Okay. Et le dernier département ou la dernière ville qui s'y est mise, c'était vers 1840. Donc, vous voyez, pendant des années, les communes ont fait de la résistance. Et j'ai lu que, alors je ne sais plus quelle commune, enfin quel département ou commune ou ville, le préfet a dû employer grand moyen. Du genre, vous n'aurez pas votre subvention, enfin je ne sais pas, tous les moyens. Donc le préfet a dû se mettre en colère pour que cette commune-là passe au temps moyen. Donc, alors c'est vrai que les gens qui avaient des horloges mécaniques, qui avaient les moyens d'en avoir, c'était pas un problème, parce que l'horloge mécanique, elle était au temps moyen. Par contre, ceux qui n'en avaient pas, ces agriculteurs, peut-être qui vivaient au soleil, du jour au lendemain, bon, il fallait se mettre à un autre temps. Comment? Oui, les bourgeois, à cette époque-là, ils avaient des horloges. Mais bon, moi, je sais pas, dans les campagnes, la campagne, à 200 km de Paris, il y a eu l'eau dans la ferme en 1950. Donc, bon, il y avait déjà des horloges dans la ferme. Mais bon, on se dit tout ça, c'était loin. Alors, le coup des 5 minutes de l'heure Rouen, alors vous n'avez pas la fin de l'histoire. Alors, c'est que quand l'heure de Rouen a été supprimée, alors là, il y a eu aussi un traumatisme, parce qu'il n'y avait plus le 5 minutes pour souffler. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Et ça, vous le verrez moi je le vois dans ma famille, hein. Et là, on a mis la montre à l'heure de Dijon, 5 minutes d'avance. Puisqu'on n'avait plus les 5 minutes de retard au départ, on va avancer sa montre de 5 minutes en avance. Bon, appelons ça à l'heure de Dijon, parce que Dijon, ça doit être l'équivalent de Rouen. Ah, c'était l'histoire mouvementée. Déjà, très très mouvementée. Il y a des gens qui sont toujours à la bourre, qui avancent leur montre aussi. Oui, c'est l'idée. Ah ouais, oui. Moi, ça fait penser, vous savez, dans comment ça s'appelle, Alice au Pays des Merveilles, vous savez, ce lapin anglais qui court toujours après le temps avec son horloge. En retard. La course, il y a une période, c'était la course aux aiguilles.
commençait la première horloge, il n'y avait pas d'aiguille, après il y a eu l'aiguille des heures, après il y a eu l'aiguille des minutes, il y a l'aiguille des secondes, il y avait des horloges qui avaient 2 aiguilles des minutes, pour rien. Ouais. Mais c'était des concepts, finalement ça semble évident. Et la première horloge qui tournait, pourquoi elle tourne dans un sens et pas dans l'autre? Ça, faut pas nous le refaire, hein, sinon c'est plus rien vissé. Là, il y avait quand même, à Prague, on retrouve des photos. À Prague, il y avait un quartier juif et il y avait une horloge hébreuse qui tournait en... Bon, vous allez me dire, c'est un peu normal, les Hébreux, ils écrivent d'une autre façon, mais elle tournait en sens inverse. Mais les musulmans, par exemple, ils ont toujours eu une horloge qui tournait dans le même sens, pas dans le sens du monde. Ils n'ont pas inventé, ils n'ont pas fait d'horloge qui tournait dans l'autre sens. Par contre, il y a une petite colle que je veux vous poser. Chez les musulmans, l'heure des prières, c'est très strict, c'est lié au soleil. La première prière du matin, c'est à l'aube. Alors l'aube, on a un peu perdu la définition de l'aube, parce qu'il y a plusieurs aubes. Bon, l'aube, c'est un certain temps avant le lever du soleil. Ah. Alors c'est très précis, l'aube, c'est quand le soleil fait un angle de 18 degrés, c'est pas 18 degrés 5, c'est 18 degrés entre l'horizon et en dessous. Il faut qu'il soit à 18 degrés en dessous de la ligne d'horizon. C'est ça l'aube. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc comment fait-on pour avoir chez les musulmans l'heure de prière du matin, sachant qu'elle démarre à l'aube et que le soleil n'est pas là? Non, non. Ils n'avaient pas de pendule, hein, ils n'avaient pas de pendule. C'est le minaret qu'on monte. Non, le minaret, c'est On monte pour voir dans les le lever églises. du soleil avant celui qui est en bas. Ouais, non, mais l'aube, le soleil n'est pas là. Et bon. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas qui a... dans le Coran, je ne sais pas comment c'est décrit, mais bon, je suppose qu'il y a eu des retouches, un petit peu comme chez les chrétiens. Il y a eu Bède, le Vénérable, qui a découpé les 8 prières canoniques, etc. Et le musulman qui a fait les heures de prière musulmane a donné une fourchette de tolérance. C'est que la prière du matin commence à l'aube, mais on n'a pas beaucoup. Maintenant, on a des horloges, c'est facile, mais à l'époque où il n'y avait pas d'horloge, on ne savait pas. Par contre, il fallait que la prière se fasse dans une fourchette donnée. Donc, mais à la fin de la fourchette, le soleil était levé. Donc, il suffisait de faire la prière avant cette limite, quoi. Alors, ce qui fait que dans les cadrans solaires, si vous allez voir les cadrans solaires dans les pays musulmans, à la mosquée de Kairouan, pour l'heure du matin, les indications sont des indications d'après-prière. Il est 2 heures après le début d'une prière, il est 2h30 après. Par contre, pour le soir, c'est des avertissements avant la prière. Parce que la prière du soir, c'est aussi, alors à l'aube, parce que le matin et le soir, on dit toujours pour. C'est des avertissements avant, alors que pour le matin, c'est des avertissements après. C'est compliqué. Mais par contre, alors ils avaient trouvé une astuce, ça. Ils avaient quand même trouvé, moi je trouve, ça c'est très astucieux. Pour les prières, il fallait découper la journée en 5. Hein, donc il y avait le départ du matin, la fin du soir, midi au milieu, et puis des prières comme ça. Comment faire pour que, eh bien, plutôt que de... Enfin, il y avait ceux qui utilisaient des pointes d'oignon au sol en fonction du jour, etc. Bon, il fallait savoir quel jour on était, il fallait avoir ce dispositif sous les yeux, hein, il n'y en avait pas partout, donc bon, ok. Par contre, dans la règle des prières coraniques, par exemple pour la prière du début d'après-midi, il suffit que l'ombre du gnomon soit égale à l'ombre de midi plus la moitié. C'est en donnant un coefficient de proportionnalité, hop, vous avez les heures sont proportionnellement réparties, quelle que soit la saison. Bon, vous allez dire, oh là, c'est compliqué, il faut faire 1,5 fois la longueur du truc, du machin. Oui, mais bon, ils n'avaient pas besoin d'avoir un système avec des graduations au sol. Les 18 degrés, ils ont calculé comme ça, non? Alors, les 18 degrés, alors, oui. Alors, bon, d'où ils viennent, ça, les 18 degrés, je ne sais pas, parce que l'aube, tout le monde a son aube. Les marins ont l'aube. Et les marins, l'aube, c'est 12 degrés.
Alors il y a l'aube marine, il y a l'aube sociétale et l'aube musulmane. Alors ceci dit, les musulmans, ils ne sont pas sortis d'auberge non plus, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aube, l'été, ça c'est la veille. Parce que le soleil, eh oui, si vous comptez 18 degrés, etc. Alors, ils ont été amenés dans les... Alors ça, c'est quand vous êtes dans les latitudes un peu élevées. Hein, parce que l'heure solaire, ça marche. Hein, Ferreira Oussoudé l'a bien dit, hein, ça marche que dans les latitudes tempérées, dans une fourchette. Dans l'équateur, on n'en a pas besoin, on peut demander à personne. Donc ça marche surtout dans cette zone intermédiaire. Mais plus on monte vers le nord, par exemple en Finlande, c'est très compliqué pour avoir de la et comme c'est levé du soleil, par exemple, vous avez des communautés dans Paris qui vivent dans des tours de 35 étages. L'aube n'est pas la même au rez-de-chaussée et en haut. Bon. Quand on veut être rigoureux, jusqu'au bout. Ah ben, bon, la prière n'est pas très longue. Alors par contre, autant les chrétiens, c'est des cloches qui appellent, ça c'est la diffusion se fait par cloche, autant les musulmans ont aussi le problème de la diffusion de l'heure, elle est chantée. Hein, c'est le muezzin qui monte, qui chante Dieu est grand, et puis... Merci. Alors, ceci dit, chaque pays s'en réfère à son autorité religieuse, et c'est l'autorité religieuse qui définit le moment des prières. Et ça marche par rétrécissement du cercle. C'est-à-dire que vous habitez dans un quartier, vous êtes musulman, vous habitez dans un quartier de Savigny, il y a une mosquée peut-être à côté, ou etc. Ça va être l'imam de votre mosquée qui va vous définir l'heure des prières. Alors comment il fait, comment il négocie, je ne sais pas. C'est localement qu'on va définir votre heure de prière. Ah bon, mais bon. Ben, à partir du moment où les choses ont un symbole, par exemple, l'heure de prière musulman, c'est pas midi précis. C'est midi plus quelque chose. Pourquoi? Ben parce que la religion musulmane, la religion chrétienne sont des religions monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu, on ne prie qu'un seul Dieu, pas les autres. Hein? Souvenez-vous, dans la Bible, l'histoire des veaux d'or, les Hébreux s'étaient refait un nouveau Dieu, des maquettes en or, etc. Non, un Dieu. Et avant, il y avait les Romains, il y avait des dieux partout, il y avait les Égyptiens avec le dieu du soleil, le dieu de la lune, etc. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion entre, on ne fait pas la prière pour prier le soleil à midi, donc on la fait à midi plus quelque chose. Mais les chrétiens ont la même chose avec Noël. À Noël c'est quoi? Vous avez Noël qui est le 24 décembre, qui est décalé de 2 jours par rapport au solstice d'hiver. Le 22 décembre, vous fêtez le solstice d'hiver. C'est le sapin de Noël. Le sapin est le symbole du solstice d'hiver. 2 jours après, les religions ont dit on ne va pas mélanger une fête païenne, celtique, enfin des Celtes, avec une fête chrétienne, on décale de 2 jours. Et ensuite, le 24, c'est la crèche chrétienne, etc. Le 22, c'est les Celtes et le sapin de Noël. Et ça, bon, c'est les... Ça, bon, il y a plusieurs aspects. On peut le voir dans les calendriers. Ça, c'est très important dans ces symboles dans les calendriers, parce que autant les heures ont déjà un petit reflet de société, autant les calendriers, alors là, c'est le reflet des religions. C'est vraiment typiquement religieux, le calendrier. C'est le sujet de la semaine prochaine. Ça sera le sujet de la semaine prochaine. Mais c'est très intéressant, parce que c'est l'histoire, c'est à la fois de l'histoire de société et de l'histoire de religion. L'histoire des religions, bon, à une époque où il y avait un petit peu ça dans les organisations scolaires, maintenant, bon, il n'y en a plus trop. Ce qui fait que bon, on oublie des trucs, des choses un peu de base. Hein, les gens s'étonnent que Pâques soit près
l'équinoxe du printemps. Mais non, c'est la définition même. Ah, bon, d'accord. Ça change. Ouais, mais bon, il y a un symbole religieux qui est le fil conducteur à tout ce qui va être derrière. Donc, le calendrier, c'est vraiment, qu'il soit chinois, qu'il soit grégorien, même le calendrier maya, c'était des calendriers religieux. Et les ans, pour certaines études, n'ont pas la même longueur des années. Alors, non, enfin disons, les gens avaient quand même s'étaient aperçus que les années, c'était 365 jours, quelque chose. Donc ça, c'est facile de mesurer. Bon. Par contre, ce qui n'est pas facile, c'est pas de mesurer la longueur d'une année, c'est de faire coexister deux choses. Le rythme solaire, et le rythme de la Lune. C'est-à-dire, si vous avez une religion qui tient compte de la Lune et du Soleil, il faut faire cohabiter les deux. Si vous avez une religion qui ne traite que de... Par exemple, la religion musulmane ne parle que de Lune. Donc le calendrier musulman, c'est un calendrier solaire. On se fiche... le calendrier lunaire, on se fiche de la longueur de l'année. On échelonne les mois les uns derrière les autres. Bon, le calendrier grégorien, il a mélangé les deux. Hein. Le calendrier hébreu mélange les deux aussi. Et c'est là que ça complique un petit peu. Mais la durée d'une année, on la connaît bien. Par contre, il faut faire coïncider la durée d'un cycle lunaire avec un cycle solaire. Alors ça, déjà, même à l'époque de Cicéron, pour remonter Néron, Cicéron, on s'était déjà aperçu qu'il fallait attendre 19 ans pour que le rythme lunaire retombe en synchronisme avec le rythme solaire. C'est ce qu'on appelait le cycle de Méton. Et ce cycle de Méton, c'est le cycle de 19 ans qu'on retrouve dans le calendrier hébreu. Le calendrier hébreu tourne sur une période de 19 ans. On va essayer d'enregistrer un petit peu pour la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup.